Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, un ras-le-bol général des Français concernant la hausse des prix des carburants et des taxes. Vous avez sûrement dû voir passer l'information, samedi 17 novembre, un mouvement populaire est organisé. De nombreux citoyens vont se mobiliser pour bloquer les routes. Et pour en parler, deux organisateurs sur le secteur. Ils sont avec nous, Michel Lorda et Frédéric Kieffer. Bonjour à vous. Bonjour. Donc vous nous parlerez plus en détail de cet événement et de vos organisations en deuxième partie d'émission. A tout de suite. Sandrine, salut. Salut. Alors avec toi, on va parler bien sûr des sorties du week-end, mais aussi de la pénurie de médicaments. Tout à fait, c'est la question, enfin le thème de la question qu'on a posée à nos internautes sur notre page Facebook aujourd'hui. Ok, on voit ça aussi en deuxième partie d'émission. Mais c'est d'ailleurs aussi notre sujet du duplex avec Valentin. Salut. Salut. Alors est-ce que cette pénurie est sérieuse ? Eh bien oui, 10 fois plus de médicaments qui manquent en 10 ans. Ce sont donc des pénuries qui s'aggravent dans le temps. Alors comment définit-on des ruptures d'approvisionnement ? Eh bien c'est lorsque une pharmacie est dans l'incapacité de dispenser un médicament dans un délai de 72 heures, 3 jours donc, mais parfois les délais peuvent être beaucoup plus long. Aujourd'hui, c'est 450 médicaments et vaccins qui sont atteints par cette pénurie et certains sont indispensables au traitement de pathologies graves. C'est d'autant plus incompréhensible pour les gens que nous avons rencontrés ce matin et que vous entendrez dans quelques minutes. Et nous entendrons également une préparatrice en pharmacie qui viendra témoigner de ce qui se passe en ce moment en période de rupture de médicaments. Merci beaucoup Valentin et merci à Marie-Morgane Lorenz aussi pour le cadrage. On revient sur le sujet d'ici quelques instants, mais avant, on jette un œil sur les grandes infos du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Les connexions ferroviaires entre Sarrebruck et la France vont s'améliorer. Le ministre-président du Land de Sarre, Tobias Hans, et le président de la région Grand Est, Jean Rotner, ont signé hier des accords pour standardiser les prix et optimiser le cadencement. Pour les liaisons Sarrebruck-Metz et Sarrebruck-Strasbourg, les appels d'offres seront effectués en commun et le matériel sera uniformisé. 2 couples princiers ont été intronisés à Sarreguemines. L'événement lance avant l'heure la saison de carnaval. Linoa et Sacha forment le mini-couple princier. Manuela est la nouvelle princesse de carnaval et son prince charmant s'appelle Arnaud. Depuis 1 mois et demi, la rue de la mairie de Petit-Réderchin subit des travaux de voirie. Le chantier s'étend sur environ 800 mètres et la rue est coupée à la circulation. L'enfouissement des réseaux a déjà été fait et les enrobés seront effectués la semaine prochaine. Les travaux devraient se terminer à la fin de l'année. Un nouvel espace pour les jeunes à Sarreguemines, en face de l'université. L'ancienne salle de restauration de l'hôtel Union, rue Clémenceau, s'est reconvertie. Depuis hier, elle est devenue un bar, l'Union Square. Il est possible de manger sur place et d'utiliser une PlayStation 4 gratuitement. Les jeunes peuvent également venir travailler. L'esprit de Noël s'installe à Sarreguemines grâce à la boutique éphémère de l'ESAT La Ruche. Près de 5000 bougies ont été créées par les usagers de l'ESAT et plus de 400 compositions. Des confections artisanales qui ont beaucoup plu aux premiers visiteurs venus hier soir lors de l'inauguration de la boutique située rue de l'Église. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. On profite des belles couleurs de l'automne, de quelques rayons de soleil et on regarde tout de suite les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, l'ambiance sera plutôt humide au réveil avec de nombreuses grisailles et nuages bas. En journée, le ciel restera très nuageux, mais le soleil réussira tout de même à faire quelques apparitions. Les températures maximales iront de 10 à 12 degrés. Et demain, nous serons le jeudi 8 novembre et nous fêtons les Geoffroy. Le soleil nous accompagnera de 7h30 à 16h59. L'image du jour colle parfaitement au paysage brumeux que nous pourrons rencontrer demain. Elle a été prise par Christian Vaudeville au bord de la Sarre, 1 km avant Grosse-Bliedershof. Et si vous aussi vous voulez partager vos photos ou vidéos avec nous, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous.
On retourne en pharmacie avec Marie-Morgane et Valentin. Ils ont rencontré des clients. Comment cette pénurie les concerne? On écoute. Est-ce que vous êtes concerné par la pénurie de médicaments en ce moment? Non, pas du tout. Moi, non. Je l'ai été l'année dernière pour un vaccin qui concernait la grippe sur les poumons, plus exactement. Et j'ai dû batailler, j'ai dû attendre la fin décembre pour avoir ce vaccin. Moi, j'ai pas pour les miens, j'en ai pas. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il y en avait pour certains médicaments. Bon, c'est désolant, c'est sûr. Mais j'ai des médicaments comme parce que je reçois de la chimio. Alors, ça, je reçois, ça, j'ai pas de problème, j'en reçois. Médicaments pour la tête, des trucs comme ça, on reçoit. Mais les trucs qu'on ne trouve presque pas. Alors, à ce moment-là, il faut aller chez le médecin nouveau, ou sur un spécialiste. C'est pas normal. Je trouve pas que c'est normal. Est-ce que ça vous inquiète? Un peu, oui. À l'heure actuelle, au XXIe siècle, c'est malheureux d'avoir une pénurie de médicaments. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas normal. Ça n'a jamais été, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'explication pour moi, si ce n'est qu'un conflit entre laboratoires, argent, l'argent étant la base de tout maintenant. Oui, voilà. Je pense que c'est dangereux quand même, suivant le genre de médicaments qu'il faut. Je dirais, parfois peut-être que l'on donne des médicaments, il en faut que 5-6, alors qu'il y en a beaucoup après que l'on jette, parce qu'il y en a trop. Mais je pense que c'est quand même très dangereux, parce que l'importance du médicament, je me demande surtout à quoi ça peut être dû. Je pense que les gens ne prennent quand même pas de médicaments pour leur plaisir. Les gens qui en ont besoin, vraiment, en plus, il faut qu'ils continuent le traitement. Si vous commencez un traitement, il faut le finir. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Et pour approfondir le sujet, Marie-Morgane Lorenz et Valentin Guinel ont posé quelques questions à Nathalie Dugas, préparatrice en pharmacie. Bonjour Nathalie Dugas. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, quels médicaments sont en rupture dans votre pharmacie? Alors, on a différents types de médicaments en rupture. On a des médicaments pour l'hypertension, on a des médicaments pour la maladie de Parkinson, on a des médicaments dans le diabète aussi qui sont en rupture. Il y a beaucoup de classes de médicaments qui sont en rupture. C'est des ruptures ponctuelles ou plus longues. Est-ce que vous connaissez les raisons de ce manque d'approvisionnement? Alors il y a différents types de raisons. Il y a des problèmes de rupture réels au niveau de la fabrication, problèmes de matières premières qui sont en pénurie. Par exemple, on a dans l'hypertension, on a des médicaments qui sont en rupture. Il y a une molécule qui est fabriquée en Inde et il y a eu un problème de propreté de cette molécule et donc du coup, l'Europe a décidé de plus faire approvisionner et en attendant il faut trouver des solutions et là il y a une vraie rupture. Après il y a des problèmes aussi de rupture dus au quota. Il faut savoir qu'il y a certains médicaments qui sont soumis en quota en France et donc ça c'est plus un problème financier puisque la sécurité sociale fixe le prix des médicaments en France. Et c'est sûr que les prix sont beaucoup plus faibles qu'à l'étranger. Donc les laboratoires préfèrent, dans ces cas-là, vendre à l'étranger. Il y a un certain quota pour la France. Alors, que préconisez-vous à un patient qui a besoin de certains médicaments et qui n'en trouve plus? Alors, il y a différentes possibilités. Il faut savoir que des fois, on a l'information, on sait plus ou moins quand est-ce que va être le retour à la normale. Donc, on voit avec le patient s'il lui reste du stock ou pas. La deuxième possibilité, c'est que le laboratoire a un stock tampon et donc il nous dépanne de 1 ou 2 boîtes. Et sinon, la troisième option, c'est faut faire appel au prescripteur et c'est lui qui nous dit soit on remplace par un équivalent on va dire du même groupe ou s'il n'y a pas le choix faut changer complètement de traitement. Merci beaucoup. De rien. Le prix du fioul domestique a encore augmenté. Si ce n'est pas la première fois que la tarification grimpe et évolue, notamment lors des chocs pétroliers, c'est bien la première année qu'il dépasse 1 €. Mais quelles sont les raisons et surtout comment font les consommateurs pour éviter les factures trop salées? Plus d'explications dans ce reportage. 30% d'augmentation. C'est le constat de nombreux consommateurs quant à l'évolution du prix du fioul domestique en 1 an. En 2017, le litre était à 74 centimes contre 1 € aujourd'hui. Un changement qu'a très vite ressenti cet habitant de Hambar. J'ai consulté un peu mes factures. Les factures, si je prends cette année par rapport à l'année dernière,
L'année dernière, il y a comme une augmentation cette année, on va dire de l'ordre de 50%. Et pour y remédier, il s'est inscrit pour la première fois à une commande groupée. On gagne quand même 8% par rapport au tarif normal. Ce qui représente quand même, si je prends la moyenne pour notre habitation à nous, un incul de 2000 litres, ça représente quand même entre 130 et 140 euros. Malgré tout, le coût reste plus élevé et entraîne près de 700 € en plus sur sa facture. À Ambar, ces regroupements sont monnaie courante. Cette année, pour 29 000 litres commandés, la commune a économisé environ 473 € pour le fioul normal et 184,50 € pour le fioul amélioré. Autre solution pour le consommateur, suivre les cours du pétrole pour évaluer le meilleur moment afin de faire le plein. Bien sûr, les fournisseurs doivent également s'adapter aux variations des prix. Alors, on est totalement dépendant évidemment de cette hausse de prix. Ces prix dépendent d'une partie de la conjoncture internationale et d'autre part également des décisions du gouvernement qui d'un côté appliquent une TVA et une TICPE qui font augmenter, qui représentent environ un tiers du prix du produit pétrolier. Il s'agit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui concerne tout aussi bien l'énergie solaire, l'électricité ou le gaz. L'augmentation de ces taxes explique en partie la hausse des prix. Les distributeurs doivent également faire face à une baisse de 5% de la clientèle chaque année. L'une des raisons, le changement du dispositif de chauffage dans les foyers. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aussi l'isolation des maisons qui s'améliore de plus en plus et donc par définition on consomme moins de fioul. Sur une base de 2000 litres consommés par an, une maison correctement isolée permet de réduire sa consommation de 50%. Dans les meilleurs cas, l'usager n'utilise plus que 300 litres. Des solutions plus que bienvenues pour les ménages, puisque d'ici 2 ans, le fioul désoufré, soit le plus cher, deviendra obligatoire. Bonne humeur, spectacle et déguisement, la saison 2019 du carnaval de Sarreguemines s'annonce à nouveau haute en couleurs. Les festivités ont été lancées avec un peu d'avance. Si la saison de carnaval commence officiellement le 11 novembre à 11h11, le coup d'envoi a été donné déjà hier soir avec la présentation officielle des couples princiers. Allez hop, reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. Considérant qu'il est essentiel de promouvoir les relations carnavalesques entre les peuples et les habitants de notre cité, la Société carnavalesque de Sarreguemines proclame la présente charte de bonne conduite comme un idéal commun à atteindre par tous les couples princiers qui seront amenés à régner sur le carnaval de Sarreguemines durant le 3e millénaire et pour des siècles et des siècles. Allez, hop! Allez, hop! Ils se sont jurés une fidélité carnavalesque sans faille, pour le meilleur et pour le rire. Manuela Première et Arnaud Premier vont régner sur le carnaval 2019 de Sarreguemines. Ils seront secondés par le mini-couple princier Linoa Première et Sacha Premier. Pour la petite histoire, pas de jalousie dans la famille, mère et fille sont princesses et mini-princesses de carnaval. Et que l'on soit princesse ou prince, régner sur le carnaval de Sarreguemines, c'est toujours un honneur. Super heureux d'être choisi avec la liste qu'il y a derrière, fier de représenter le carnaval, fier de représenter Sarreguemines. Et les deux couples princiers sauront à nouveau se montrer à la hauteur. Ils sont déjà particulièrement investis. Continuer dans ma lignée comme je fais déjà les médailles, les affiches du carnaval, de pouvoir promouvoir encore plus le carnaval, mettre ma petite patte pour vraiment faire vivre ce carnaval de Sarreguemines un peu partout, quoi. Parler du carnaval de Sarreguemines, parler du carnaval du monde entier, faire la fête, essayer d'amuser les gens, faire rire les gens et partager ma passion du carnaval. Bon, le prince de carnaval sera peut-être un peu moins passionné le mercredi des Cendres, jour de son procès, où il sera sans aucun doute condamné à mort. D'ici là, les deux couples princiers auront eu le temps de régner sur l'ensemble des événements de carnaval. Les Kapensitzung durant la première quinzaine de février, la grande cavalcade le 24 février, la carnaval party le 1er mars, le bal des enfants le 3 mars et le dîner dansant du prince le 5 mars. Sans compter qu'ils participeront aussi à une dizaine de cavalcades dans le secteur et à une trentaine de bals dans la région.
Et la billetterie est déjà ouverte pour tous les événements qui se déroulent à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Juste après la pub, on va en apprendre davantage sur le mouvement Gilets jaunes du 17 novembre prochain. Et puis sortez vos agendas, Sandrine va aussi nous dévoiler les bons plans du week-end. A tout de suite. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 m² de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5 h du matin à 22 h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Mal entendre, gênant pour vous, mais aussi pour les autres. Et si vous profitiez d'un test gratuit à la passion de l'audition, n'hésitez pas, allez voir un audioprothésiste diplômé. Il saura mesurer votre perte et vous proposer une solution d'expert, discrète, adaptée à vos besoins, à votre mode de vie et à vos contraintes financières. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Oh, regarde Flora là-bas. Où ça? Là, juste devant, là. On a cherché les trésors du territoire et on a trouvé des pépites. À découvrir du lundi au vendredi dès 12 h sur Mosaïque Cristal. 530 signalements de rupture de stock en 2017, 431 médicaments sans approvisionnement en septembre 2018. La pénurie s'installe et s'aggrave. On en parle dans la question Facebook. La France est actuellement touchée par une pénurie de médicaments. Des médicaments essentiels aux patients comme les traitements de la maladie de Parkinson, contre le cancer ou les vaccins sont concernés. Êtes-vous confronté à cette pénurie? Est-ce que ça vous fait peur? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Sandrine, avant de nous dévoiler les commentaires de nos internautes, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pénurie? Oui, alors comme tu le disais dans le lancement, depuis septembre 2018, l'Ordre des médecins dénombre 431 médicaments en rupture d'approvisionnement, donc 14 vaccins. Et alors l'Ordre estime, comme on l'a vu dans le duplex tout à l'heure, que la rupture d'approvisionnement se fait à partir du moment où la pharmacie est dans l'incapacité de se produire des médicaments dans un délai de 72 heures. Alors certains de nos internautes y sont confrontés, comme Muriel qui est toujours en attente de sa commande, ou encore André qui n'arrive plus à s'approvisionner en hypertenseur. Alors
René tente de nous expliquer d'où vient le problème. Il nous écrit « Cela est dû à la mondialisation. Nous importons certains médicaments qui se font rares. Du coup, les laboratoires les vendent aux pays les plus offrants et la France se refuse d'acheter ces médicaments à des prix trop élevés. Du coup, il y a pénurie en France. » Mais quelle est la solution? Alors, une des solutions mises en place par l'Ordre des médecins, c'est de créer une plateforme d'alerte appelée DP Rupture. Alors, elle permet aux pharmacies de signaler automatiquement aux fabricants des médicaments qui sont indisponibles depuis justement plus de 3 jours. Alors, ce système ne permet pas d'éviter les ruptures de stock, mais il permet de réduire la durée pendant laquelle les médicaments sont absents des réserves des pharmacies. Et en attendant les réapprovisionnements, les patients peuvent commencer par s'informer auprès des pharmaciens afin de savoir si les ruptures de stock sont temporaires ou non. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour tous tes éclaircissements. Avec plaisir. Alors, on va parler d'un autre cri d'alerte qui est poussé, celui de nombreux citoyens qui appellent à bloquer les routes ce 17 novembre dans toute la France. Frédéric Keffer, Michel Laurada, vous êtes organisateur de ces événements sur le secteur. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ces événements ? D'abord, je pense que c'est un ras-le-bol généralisé dans toute la France parce que nous subissons d'un matraquage de taxes qui n'est pas vraiment aux conformités de ce que nous attendons de la politique de ce gouvernement, déjà d'une part. Donc cette manifestation, c'est peut-être qu'on dise à peu près qu'un ras-le-bol et puis qu'on en a un petit peu marre d'être pris au porte-monnaie. Voilà, donc c'est généralisé cette manifestation. Donc voilà, toutes les informations sont sur le site actuellement. Donc je suis l'organisateur de cette manifestation. Donc les deux manifestations, parce que c'est bien distinct, c'est à Grosse-Biederstroff les deux points de départ, oui. Mais c'est bien distinct, vous ne faites pas ça en commun. C'est bien ça, donc le point de rendez-vous est le même, mais les actions seront menées chacun de son côté. D'accord, très bien. Alors concrètement, comment ça va se passer? Vous avez une heure de départ et après, ensuite moi, personnellement, pour mon organisation, il y a donc toutes les infos sur le site. Donc vous tapez Facebook, Michel Laurada, et vous trouvez l'événement, donc opération Escargot, donc du 17 novembre. Il y a les plans d'itinéraire. Il y a un règlement à respecter impérativement. Donc je demande à tout participant de ne pas bloquer les voies d'accès réservées aux polices, aux ambulances, aux pompiers, etc. Donc il y a un règlement strict à appliquer. Je veux que ce soit une organisation qui sera d'ailleurs très escortée et qu'il n'y a pas de débordement. On parlera plus en détail de la sécurité tout à l'heure, parce que bien sûr c'est une question qui se pose. Je reviens un petit peu sur ce qui vous a poussé à organiser l'événement. Vous avez, vous, en tant qu'automobiliste, une expérience... Alors je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait un arrêt de mes comptes des frais de janvier à octobre 2017. Je ne sais pas si on le voit, voilà. Donc actuellement, en 2018, j'ai fait un arrêté au mois d'octobre. Voici ce que je paye en frais de péage pour mon déplacement. Je fais 140 km journaliers pour aller travailler à Metz. Donc, plus l'augmentation de carburant, vous voyez, ça fait 58 € en plus. Ces 58 €, ça a un impact sur mon pouvoir d'achat. C'est une semaine de course. Donc là, on voit donc je pense qu'il y a d'autres cas qui sont encore plus jeunes, parce que je suis très appréhendé en ce moment par les jeunes qui voient le fait de ma voiture qui viennent. Les gens sont interpellés parce que ma voiture... Surtout sur votre page Facebook, il y a des publications où il y a des jeunes qui prennent la parole. Oui, qui prennent la parole, et ils sont durement impactés, les jeunes. C'est des jeunes qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Donc le fait qu'ils n'ont pas... une prime de déplacement qui malheureusement, on commence à peine à en parler. M. Macron dit avec son chèque minable de 20 €, on ne va pas aller loin. On va pas aller loin quand il s'agit que je déclare 3 486 € annuellement de frais de carburant. Tout à fait. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres rassemblements déjà sur toute la France, vous l'avez précisé. Il y a aussi à Ambar, Beach, Roeberley Beach, voilà, il y en a beaucoup sur le secteur. Alors il y a quand même une question, ça risque d'impacter quand même l'économie locale un samedi. Il y a des Allemands qui viennent faire les courses par exemple chez nous. Beaucoup disent aussi sur les réseaux sociaux qu'ils voudraient mieux s'intéresser à d'autres sujets comme l'écologie, lutter contre la pauvreté, ce genre de choses. Alors est-ce que vous pensez que ce mouvement va changer quelque chose réellement ?
On espère que ça va réveiller un peu les consciences de chacun. Le pouvoir d'achat est impacté pour tout le monde, hein. Donc on parle surtout du gasoil. Certes, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais pas le réservoir. Mais il n'y a pas que ça, c'est la hausse des taxes en général, hein, qui impacte sur notre budget à tous. Et qui est pointé du doigt aussi pendant ce mouvement. Alors, vous, je ne sais plus sur quelle page Facebook, mais en tout cas, c'est expliqué que c'est un mouvement apolitique. Pourtant, il y a des partis politiques qui intègrent petit à petit ce mouvement. Vous ne pensez pas que ça risque de faire défaut? Non, pour moi, c'est simplement le fait que les citoyens se bougent. Pour moi, c'est une récupération politique. Nous, notre organisation n'a rien à voir avec politique. Ça, je le dis honnêtement, c'est une manifestation contre ce gouvernement mis en place, donc contre ces matraquages de taxes. Ce n'est pas fini. Je me suis réveillé ce matin, quand on vous annonce que ça va taper fort pour les péages en 2019 suite à la suppression des barrières. Donc nous allons encore casquer encore plus. Et voilà, les taxes qui vont encore arriver. Imagine une taxe maintenant pour un vélo, une carte grise. Une carte grise pour les vélos. Bientôt on va payer une taxe pour s'asseoir sur le vélo. La taxation d'€1 pour les livraisons à domicile, etc. Enfin, oui, voilà, ça fait quoi inventer pour nous matraquer. On sait plus. D'où le ras-le-bol général que vous cibliez tout à l'heure. Donc sur les réseaux sociaux, ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a même une carte officielle qui existe pour voir un petit peu tous les rassemblements qu'il y a. Mais vous n'y apparaissez pas, en tout cas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une question d'autorisation? Non, alors il faut dire que nous sommes beaucoup censurés par les plateformes. Les événements sont créés, sont automatiquement supprimés. Voilà, donc la censure existe et du coup on essaye de communiquer autrement par notre présence aujourd'hui, entre autres, par la presse aussi. Parce qu'il faut dire aussi que la loi, c'est la loi. Toute manifestation doit être déclarée auprès des autorités, auprès de la préfecture. Donc, quand on voit certains mouvements qui se créent aussi sur Facebook, attention, on prévient quand même les gens, adhérez plutôt à une organisation qui est déclarée, n'est-ce pas, que de vous retrouver en conflit où il risque d'avoir des débordements, etc. Donc, il y a aussi une chose, beaucoup de fakes qui circulent, qui circulent beaucoup sur les réseaux. Donc faites très attention. Voilà. Très bien. Et pour rappel d'ailleurs, l'organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration est punie de 7 500 € d'amende et de peines pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Bien sûr, il est interdit de bloquer autoroutes et péages sous peine de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Alors c'est quand même des données qui font un peu peur. Il faut être clair et net et précis. Bien sûr, tout à fait. Donc la question de la sécurité se pose, on en parlait un petit peu avant. Comment vous comptez éviter les débordements? Est-ce que vous allez mettre des dispositifs en place? Alors pour ma manifestation, il y a un dispositif mis en place. C'est des voitures de sécurité, d'accompagnement et escorte qui seront tout au long de ce convoi. Elles seront reconnaissables? Oui. Je pense que on les a vus là en reportage. Avec le gyrophare. Donc ce sera encadré. Ce sera encadré. Et au dernier moment, soit 3 jours avant, je dois déclarer aux autorités le nombre de personnes s'il me faut un accompagnement ou une demande d'escorte pour voir l'ampleur. Voilà, maintenant, une fois que maintenant nos manifestations vont être plus portées, il faudra que je déclare encore au dernier moment l'escorte des autorités. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Chose importante que j'aimerais rajouter, c'est qu'on demande aux gens d'être courtois, de respecter les forces de l'ordre. On n'est pas là, on n'est pas des casseurs, on est des citoyens qui veulent juste exprimer leur ras-le-bol. Et mettez vos gilets jaunes sur le tableau de bord. Complètement. Voilà. Petit rappel qui est quand même important. Très bien, merci beaucoup à Michel Lorda et Frédéric Kieffer. C'est moi qui vous remercie d'avoir été invité. Mais il n'y a pas de quoi. Voilà. Alors on part découvrir un nouveau sport. Je vous propose de découvrir ça avec nous. Depuis 1927, Sarreguemines est le fief du cercle de billard, un club où l'on pratique à la fois les disciplines américaines et françaises de ce sport. Durant tout le mois de novembre, le cercle organise des portes ouvertes dans ses locaux. Chaque mardi de 17h à 19h, Yannick Sûr s'est rendu sur place pour nous en apprendre davantage sur ce sport à la fois
fun et stratégique. Je m'appelle Joël Bonnefoy et je suis au club depuis 4 ans. Je suis actuellement détenteur du titre Grand Est au cadre 42-2. Le cadre étant un mode de jeu du billard français, le billard est divisé en 9 carreaux. Et à chaque fois, il faut construire son jeu et sortir d'un carreau à chaque deuxième point. Pour l'instant, là, ce que je joue, c'est de la libre. C'est-à-dire chacun des joueurs a une bille, la blanche ou la jaune. Et aussi simplement que ça, il doit toucher les 2 autres avec sa bille. Tant qu'il touche les 2 autres, il garde la main. Tant que vous touchez les 2 autres, vous continuez. Dès que vous ratez, c'est votre adversaire qui prend la relève. La pratique demande pas mal d'heures d'entraînement et de compétition, bien sûr. Après, il y a la compétition qui se greffe. Pour être un bon joueur, sans concentration, c'est impossible. Concentration, connaissance des points, effectivement, mais d'abord de la concentration, parce qu'il faut savoir qu'en compétition, on a tendance à perdre pas mal de moyens. Voilà, faut adapter tout, faut en faire un tout, mais ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Faut quelqu'un qui saisisse bien, qui comprenne, qui a envie, une grosse envie, et puis après, ma foi, c'est que du travail. On poursuit cette émission avec la chronique des sorties et on commence avec le salon de la gastronomie à Sarralbe. Oui, c'est ça. Alors, il s'agit de leur 18e salon qui est proposé par la ville de Sarralbe et qui se déroulera samedi et dimanche avec la participation de nombreux exposants. Le dimanche dans l'après-midi, vous pourrez assister à des démonstrations culinaires de grands chefs comme Mathieu Otto, finaliste du Bocuse d'Or, Thierry Millet, qui est meilleur ouvrier de France des arts de table, Jonathan Mougel, pâtissier meilleur ouvrier de France, ou encore Charles Gantois, vainqueur de l'émission Objectif Top Chef. Alors le prix d'entrée est de 2 € et vous pouvez vous restaurer sur place sur réservation et vous retrouverez le menu et toutes les informations nécessaires sur le site de la ville www.sarralbe.fr. Ça donne l'eau à la bouche en tout cas. Le 11 novembre, donc dimanche, nous célébrons l'armistice mais c'est également la Saint-Martin. C'est ça, alors c'est une fête un peu semblable à la Saint-Nicolas. Elle est normalement célébrée le 11 novembre mais depuis la fin de la Première Guerre mondiale, elle est généralement fêtée le 10 novembre. Alors à Sarralbe, elle sera fêtée ce vendredi à 18h sur la place de la mairie et s'en suivra une déambulation dans les rues de Sarralbe et une distribution de pain brioché. Mais elle ne sera pas fêtée uniquement à Sarralbe, il y a d'autres endroits. Non, pas du tout, c'est ça. Alors l'association des parents d'élèves de Saint-Rinsmin organise eux aussi un défilé au Lampion au départ de l'école primaire de Saint-Rinsmin. C'est ce samedi à 17h. Enfants et parents pourront se réchauffer autour d'un vin chaud ou d'un jus de pomme chaud à la fin du défilé. Et pour la première fois cette année, la Saint-Martin sera également célébrée à Bettevillers avec une messe solennelle à 18h30 suivie également d'un défilé au Lampion. Super. Alors on en parlait tout à l'heure, le 11 novembre c'est donc l'armistice, mais c'est aussi l'année où, cette année on va célébrer également le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ça, tout à fait. Alors c'est une date qui sera très largement célébrée sur l'ensemble du territoire, à commencer par une triple cérémonie à Bitche avec plusieurs hommages suivis d'un défilé des troupes à pied sous la porte de Strasbourg ce dimanche à 11h. Et d'autres cérémonies auront également lieu ce dimanche, notamment à Sarreguemines, Großbliederstorf, à Rémelfin, Philipsbourg, Didin ou encore à Roth. Et d'autres cérémonies auront lieu le samedi, comme à Schweyen ou à Waldbronn. Ok, alors autre souvenir de guerre avec le fort Joe Poirier d'Arun. C'est ça, alors pour la première fois en 80 ans, il sera ouvert au public avec des visites guidées qui seront proposées par des experts. Alors elles seront organisées ce samedi de 10h à 18h par groupe de 15 personnes sur réservation sur le site www.arun-patrimoine.fr. À ne pas manquer alors. C'est ça. Et on entre tout doucement dans la période de Noël.
Noël, hein, mine de rien. Oui, c'est ça. Alors avec un marché artisanal de Noël qui sera organisé ce dimanche de 10h à 18h à la salle socioculturelle de Villerwald par l'association 12 parenthèses créatives. Et vous pourrez y retrouver des gourmandises et des petits cadeaux de Noël, des bijoux, céramique, couture, broderie, tricot, miel, pâtisserie ou encore décoration de Noël. Et alors qui dit Noël dit traditionnelle boule de Noël de Meisenthal. Qui sont d'ailleurs connues dans le monde entier. Et la présentation de la nouvelle boule de Noël aura lieu ce soir et elle lancera la saison 1 Noël à Meisenthal qui aura lieu du 10 novembre au 29 décembre. Alors durant cette période, vous pourrez vous rendre au musée du verre pour admirer les souffleurs de verre qui produisent sous vos yeux les boules de Noël. Les visites sont possibles tous les jours sauf les 24 et 25 décembre, du lundi au vendredi de 14h à 17h et samedi et dimanche de 14h à 18h. Super, merci beaucoup Sandrine en Avec tout grand cas. plaisir. Et puis on te retrouve très bientôt sur ce plateau. Oui. Merci également à vous d'être venus sur ce plateau pour éclairer nos lanternes et nous donner... Merci à vous de votre invitation. Eh bien, on se quitte avec un nouveau numéro de On Tour. Cette semaine, direction la basse-cour. Ils sont plusieurs centaines d'éleveurs de volailles, lapins ou pigeons dans le secteur. Le groupement des associations avicoles de Sarreguemines est le plus important de Moselle. Flora est allée à la rencontre d'éleveurs passionnés pour mieux comprendre l'aviculture. Bonne fin de programme, belle journée et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes en immersion au sein d'une exploitation avicole. 3 invités se succéderont sur ce plateau pour nous parler de leur passion pour les animaux de basse-cour. Mais avant ça, je vous propose un point complet sur l'aviculture en Moselle et sur notre secteur. L'aviculture en Moselle, c'est un siècle d'activité et de passion pour les animaux dits de basse-cour. En 1922, à Merlebach, naît l'Union des syndicats des aviculteurs de la Moselle sous l'impulsion de 21 syndicats. À la première assemblée générale, ils sont déjà 37 sociétés regroupant 2900 membres. Les sociétés avicoles regroupent en plus des éleveurs de volailles, les cuniculiculteurs, éleveurs de lapins, et les colombiculteurs, éleveurs de pigeons. À son apogée, en 1952, l'Union 57 comptait 94 sociétés avec 6000 membres. Aujourd'hui, elle compte 44 sociétés, 3 groupements, 2 clubs départementaux pour un peu plus de 1000 membres. Le groupement de Sarreguemines, à lui seul, comprend 14 sociétés, Binin, Bitsch et environ, Götzenbrück, Ambach, Herbitzheim, Lemberg, Mittersheim et environ, Neunkirch, Petit-Rederchin, le Pigeon Club de Sarreguemines et du pays de Bitsch, Rohrbach-les-Bitsch, Sourtes, Villerwald et Zétain. Il est le plus important groupement au sein de l'Union 57. À l'automne, c'est l'effervescence dans les associations. Chacune propose son exposition. Il n'est pas rare d'en avoir 2 au calendrier le même week-end, comme à Rohrbach et Götzenbrück. À chaque fois, ce sont des centaines de sujets qui sont exposés. L'occasion pour ceux qui voudraient se lancer de tout savoir sur cette activité au contact des éleveurs sélectionneurs aguerris. Et mon premier invité, c'est Jean-Claude Carman. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président des aviculteurs de Rohrbach. Oui. Et ici, c'est chez vous. Oui, ici c'est chez moi. C'est ça. Oui. Et alors, quel type d'animaux vous avez ici? Ici, là on est devant une cage, c'est des lièvres belges. Oui. À côté, là, c'est des fauves de Bourgogne. Oui. Et en face, là, c'est des Hollandais noirs et blancs. Ça, c'est des lapins à dessin. C'est assez compliqué à faire. Hein. C'est pour ça qu'on n'en voit presque plus. Hein. Et par rapport aux expositions, c'est
juger assez sévèrement si ça ne correspond pas à 100% du standard comme il devrait être dessiné. Il y a un point qui est enlevé là, un point qui est enlevé là. Alors les lapins, ils sont toujours pénalisés. Et c'est pour ça que les éleveurs, ils ont tendance à faire des lapins unicolores. C'est beaucoup plus facile à élever. Et alors cette activité, est-ce que vous en vivez ou est-ce que c'est plutôt une passion? Comment ça fonctionne? Cette activité, on ne peut pas en vivre. Hein. D'accord. On ne peut pas en vivre. Ça c'est une activité, c'est un hobby. C'est un hobby. Ça c'est pareil que musicien, footballeur, joueur de tennis. Ça c'est une activité. Chacun a son plaisir là-dedans. Les uns élèvent des lapins, les autres élèvent des poules, les autres élèvent que des pigeons. Alors nous, dans notre association, on est un peu variés. On a un peu de tout. Moi j'élève des lapins, des poules, des canards, mais j'ai pas de pigeons. D'accord. D'accord. Et vous participez donc à des concours. Alors comment ça se passe? Comment est-ce qu'on prépare un concours? Je participe à des concours. Premièrement, j'ai mon exposition locale tous les ans, le 3e week-end du mois d'octobre. Oui. Alors, parmi vos lapins, est-ce que vous avez un champion? Oui, justement, j'en ai un. Il est là devant vous. Ah ben on va aller le voir tout de suite. On peut le sortir? On peut le sortir, oui. C'est un lapin à dessin, hollandais, noir et blanc. Hein. Il a fait un 96. Donc ça c'est son prix, il a eu 96 points affiché, sur 100. Hein. Ça c'est le juge qui le juge après différents critères. Le dessin, il faut qu'il corresponde à 99% du standard. Hein. S'il n'est pas bon, bah alors il ne fait jamais un 96. Et ça, c'est des lapins qui sont très difficiles à élever. Hein. Et c'est vrai que pour les juges, c'est aussi difficile de pouvoir les noter. Pour les juges, c'est aussi difficile pour les noter, hein, parce qu'ils regardent la longueur des oreilles, les poils, tout. Là, hein. Oui. Et bien justement, on a suivi certains juges pendant une exposition avicole, et vous allez voir que ça demande beaucoup d'observation. Samedi matin à Goetz-en-Bruck, ce week-end c'est exposition avicole de sujets adultes et avant l'ouverture au public, les juges ont une matinée bien chargée pour examiner chaque individu. Chaque juge a sa spécialité. Un juge lapin, un juge pigeon et un juge volaille. Et après on regarde, quand on ouvre, on voit les rémiges si elles sont bien formées, si elles sont bien foncées, pas de traces de blanc sur une poule noire. Là, mais par contre, il a un très beau lustre, une belle crête. Non. Pour les éleveurs, c'est un moment important. En bon sélectionneur, ils n'exposent que les individus susceptibles d'entrer dans les bons critères. Mais parfois, un petit défaut peut coûter des points. Il faut vraiment sélectionner, il faut sélectionner surtout d'après les standards. Pour chaque race, il y a un standard bien défini. Et là, il faut choisir, il faut déjà améliorer l'une ou l'autre chose. Celui-là, il a une très belle ligne du dos, très concave. Il est juste un peu bas sur pattes. Le juge est aussi un éleveur. Il a passé une batterie d'examens avant de pouvoir prétendre à ce titre. Gilbert Daube est un des rares juges français à être aussi juge européen. Cela lui permet de participer à des concours internationaux et de voir quelques magnifiques champions lors de ses évaluations. Ceci dit, aujourd'hui, il n'est pas déçu par les lapins exposés ici. L'ensemble de la collection qu'il y a, 90% c'est des super sujets. Tu vois, c'est le premier qui a un peu de brillance. Hein, les autres, ils étaient tous mat. Hein. Et déjà, la fourrure, elle a vraiment de la tenue. Hein. Elle retombe bien. Fourrure, très bonne tenue. Maintenant, l'éleveur, il fait sa sélection pour la reproduction. Alors lui, il va déjà prendre les meilleurs. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Le juge est aussi un conseiller. Chaque remarque est importante pour l'éleveur. À Rohrbach aussi, les juges sont au travail. Voici un lapin bien difficile à élever, un hollandais noir. Obtenir ces lignes caractéristiques n'est pas donné à tout le monde, mais celui-ci est le champion du jour. Un prix permet à l'éleveur de faire une meilleure sélection et de bien choisir ses reproducteurs, parce que le rôle de l'aviculteur est de conserver les races dans toute leur pureté. Un travail de longue haleine qui n'est souvent récompensé que par un prix et par les encouragements de leurs confrères tout aussi passionnés.
Edmond Greiner, vous êtes président des aviculteurs de Lemberg. Oui. Combien de membres il y a dans votre association? 25 membres avec les jeunes. Il y a 5 jeunes et 20 adultes. D'accord. Et alors, quelles sont les races qui sont représentées chez vous? Est-ce qu'il y a que des volailles, que des lapins? Non, il y a beaucoup de lapins et des volailles et puis quelques pigeons. Les volailles et les lapins sont les plus répandus dans les sociétés, n'importe où. Hein. D'accord. C'est déjà l'élevage à 2 fins. Ouais. Pour la casserole, comme on dit, et pour les œufs, la volaille, oui, et les lapins c'est pareil, et puis pour faire les expositions. Ouais. Nos lapins sont tatoués, dans l'oreille, oreille droite, oreille gauche, et les poules, les volailles sont baguées. Sur la bague, il y a le millésime de l'année, et chaque bague a un numéro différent. Alors, cette bague, elle sert à quoi? Elle sert à ne pas les perdre, ou bien c'est obligatoire? C'est obligatoire, c'est reconnu. Chaque bague a un numéro, et ce numéro est unique. Il y a cette bague qui n'existe qu'une seule fois avec ce numéro en France. D'accord. Ouais. Il y a F dessus, le millésime, le 18, EE, ça veut dire entente européenne, et puis il y a le numéro de série. Et alors, avoir un élevage comme ça, avicole, est-ce que c'est contraignant? Quelles sont les contraintes sanitaires même? Les contraintes sanitaires, elles sont comment dire, énormes, même pour le petit élevage qu'on fait. Il faut vacciner nos bêtes. Oui. Il faut les déclarer. Disons, les barques sont déclarées, ces barques sont enregistrées. Si maintenant une poule vous crève, si la poule vous crève, vous l'achetez dans la forêt pour le renard, comme on dit, hein, et un promeneur la ramasse, et il y a la barque dessus. Oui. S'il fait des recherches, il trouvera de qui provient cette barque. Il y a une amende ou quelque chose? Oui, vous n'avez pas le droit de jeter un cadavre dans la forêt. Et alors vous faites régulièrement des expositions avicoles. Oui. Alors la prochaine, c'est quand? La prochaine, c'est les expositions locales purement du club sont terminées. D'accord. Mais maintenant, au mois de décembre, le 8-9 décembre, on fait l'exposition de sujets nains, seulement volailles naines et lapins nains. D'accord. Qui sont à caractère interrégional, où il y a des exposants qui viennent de 60-70 km un peu du Bas-Rhin, de la Moselle, n'importe où. Donc ça ramène beaucoup de monde en fait. Je sollicite les éleveurs. Je sollicite les éleveurs qui font des naines, avec l'expérience on les connaît, hein, et on leur propose de venir exposer chez nous. Et c'est un concours. Un concours de beauté, comme on dit. D'accord. Et alors moi j'ai entendu parler de volaille d'ornement. Qu'est-ce que ça veut dire, volaille d'ornement? La volaille d'ornement, la grande volaille. La grande volaille, c'est des volailles à 2 races, tandis que les naines, c'est du sport. D'accord. Il n'y a pas de but lucratif là derrière. Vous ne mêlez pas des naines à cause des œufs ou pour la casserole. C'est juste pour la beauté de l'animal, c'est ça? La beauté, oui. Ça vous plaît, une belle bête comme ça. Vous voyez, vous avez vu là les chapeaux de monsieur Carman, c'est quelque chose d'exceptionnel, et c'est en forme et en couleur. Oui. Et vous avez ça en différentes variétés, différentes formes, vous avez tout, de tout, il y a de tout, des pâtus, des huppés. Il y en a pour tous les goûts et oui. Celui qui ne trouve pas son compte là-dedans, vraiment, il est difficile. D'accord, merci en tout cas pour toutes vos explications. Maintenant, on comprend un petit peu mieux comment ça fonctionne. Maintenant, je vais aller retrouver mon 3e invité pour parler cette fois-ci des pigeons. Denis Beckrich, bonjour. Bonjour. Vous êtes mon 3e invité. Alors vous aussi, vous faites partie du club avicole de Rohrbach. Alors vous, par contre, votre animal, c'est le pigeon. Le pigeon, oui. Vous élevez exclusivement des pigeons. Des pigeons. Et alors, comment ça se passe? Où est-ce qu'ils sont logés, si je puis dire? Les pigeons, je les ai en volière et il y a un cabanon où ils peuvent rentrer suivant le temps qu'il fait. Et j'ai dans les 265 pigeons. 265 pigeons, c'est énorme. Oui, et c'est mon passe-temps. Et ça demande quoi comme organisation alors? Disons, il faut quand même être libre pour certaines heures pour les nourrir le matin, pour s'en occuper. Il faut regarder chaque soir s'il n'y a pas des bêtes qui rentrent, comme les souris, les renards ou les rats. Hein. Sinon, il y a le cheptel qui... Comment dire Oui, ça peut être dangereux pour lui. Dangereux pour le cheptel, Et donc, tous les pigeons volent dans la volière, ils sont libres ou comment ça se passe? Oui, ils sont libres, ils peuvent voler dans la volière, ils peuvent rentrer, ils peuvent sortir, mais pas à l'extérieur, mais des cabanons, hein, mais ils sont uniquement dans les volières. D'accord. Et alors, vous participez à des concours aussi avec vos pigeons. Comment ça se passe, un concours de pigeons? C'est quoi les critères de sélection? Les critères, ça dépend le pigeon de race qu'on veut exposer, parce que vu
vu que j'en ai plusieurs, alors je fais une sélection. Et moi, je sélectionne plutôt les pigeons d'un certain poids. D'accord, ouais. Qui doivent avoir dans les 450 grammes à 500 grammes. Hein. D'accord. Ouais. Alors c'est suivant aussi la couleur, la forme, la tenue du pigeon et vu les yeux qui des fois ils ont des problèmes ou des défauts. D'accord, donc c'est la couleur des yeux qui peut aussi jouer sur la médaille. Oui, oui. D'accord. Après, par la suite, il faut encore des vitamines, il faut qu'ils prennent un petit peu de poids et tout ça. Hein. Ouais. Donc c'est quand même assez contraignant d'élever des pigeons, mais finalement pour vous c'est une passion. Oui, c'est une passion pour moi. Ouais. Vous faites ça depuis combien de temps? J'ai commencé dans les années 74. D'accord. Ouais. Et il existe beaucoup de races de pigeons? Oui, il y en a aussi quand même dans les 500 variétés de pigeons. Hein. Et vous avez combien de races différentes alors chez vous? Moi j'en ai 6. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a des races qui sont plus prisées que d'autres? Est-ce qu'il y a des favorites en général chez les aviculteurs? Non, pas tellement. D'accord. Par contre, on s'est intéressé, nous, aux lapins, et on sait que pour les lapins, il y a certaines races qui sont en déclin. Ah oui, en fait, les races qui sont plutôt petites, voire naines, plaisent le plus. Regardez. Effet de mode ou vraie préférence, depuis quelques années, on trouve de moins en moins d'élevage de grandes races de lapins. L'ère des géants semble terminée, ou presque. Dans le groupement de Sarreguemines, il n'y a plus que 3 grandes races représentées. Aujourd'hui, on préfère les races moyennes ou petites et on a un vrai coup de cœur pour les races naines. Il y a plusieurs raisons à ce phénomène. Ces races plus petites demandent moins d'espace et semblent aussi être plus intéressantes, gustativement parlant. Dans les élevages, les différentes sociétés du groupement de Sarreguemines, on dénombre 15 races moyennes différentes, 18 petites races et 19 races naines. Et si on les regarde de plus près, on comprend tout de suite l'engouement pour ces petites boules de poils. Et l'adage qui dit que tout ce qui est petit est mignon prend tout son sens. Voilà, vous en savez désormais plus sur l'aviculture. Et si l'aventure vous tente, pourquoi pas devenir vous-même aviculteur? En tout cas, tous les renseignements sont disponibles sur moselleaviculture.org. Bon, moi, avant de me décider, je préfère qu'on s'entraîne encore un petit peu. Hein. Allez, à bientôt!